Quel plaisir de vous retrouver pour les Maternelles d'Afrique, l'émission où on parle de tout sans tabou. On y va? Aujourd'hui, aux Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour parler de la prématurité. Puis, nos enfants de la récré nous en donneront leur définition. Dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Esther qui exerce un métier rare pour les femmes. Et enfin, nous terminerons en beauté dans le papaïcarité de notre célébrité, Eric Landry. Et pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. J'ai une question aujourd'hui de Juliette qui nous vient de Libreville au Gabon. Et qu'est-ce qu'elle me dit, Juliette? Angela, ma fille de 2 ans n'aime pas l'eau et refuse d'en boire. Comment faire? Alors là, Juliette, je peux vous dire, moi, à la maison, on m'appelait le cactus, parce que je ne bois pas beaucoup d'eau. Du coup, comme je sais que je ne bois pas beaucoup d'eau, j'ai beaucoup travaillé quand mes enfants sont nés, à m'assurer qu'avoir de l'eau à chaque fois à côté de moi pour que mes enfants en consomment. Donc c'est très simple. Si vous voulez que votre enfant boive déjà, relax, hein, pas de stress là-dessus. Ne vous en faites pas. Déjà, notre corps, vous savez, est composé d'eau et on trouve de l'eau partout dans la nature. Donc, si votre enfant consomme des légumes, des fruits, déjà, il va pouvoir récupérer, si vous voulez, l'eau qu'il ne boit pas naturellement. Aussi, évitez tout ce qui est boisson sucrée. Il y a des gens qui ont tendance à donner du sirop à leurs enfants en disant, voilà, ça leur donne de l'eau. Oui, mais non. D'un côté, vous donnez de l'eau, mais de l'autre, vous donnez beaucoup de sucre. Et ça, c'est très mauvais pour l'équilibre alimentaire des enfants. L'apprentissage du goût de l'eau, c'est comme l'apprentissage du goût amer, du goût acide, du sucré. Donc, boire de l'eau, ça s'apprend. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je buvais beaucoup d'eau. J'avais toujours une petite bouteille d'eau à côté. Je buvais devant eux et à force, ils se sont habitués à boire. Ils me disent même, ce sont mes enfants qui me disent « Maman, tu n'as pas bu aujourd'hui, c'est pas bien, il faut que tu boives de l'eau. Hein » Et moi, comment je compense? C'est en mangeant des fruits. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la pastèque. La pastèque, c'est un fruit qui est composé à 90% d'eau. Vous voyez? Donc, quand je mange ce petit morceau de pastèque, je m'assure de couvrir une partie de l'hydratation que je dois chercher dans mon alimentation quotidienne. C'est super de manger de la pastèque parce que ça vous permet d'avoir une belle peau. Et puis, c'est très, très, très faible en calories. Et là, je m'adresse aux gens qui font du sport. Donc, j'espère, Juliette, que j'ai répondu à votre question. Et si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, ou si vous avez des astuces que vous souhaitez partager, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Il y a à peu près 7 ans, j'étais enceinte de 28 semaines et j'étais en train d'accoucher de ma petite fille Eva. Et je me demandais si elle allait vivre. Et je suis restée 2 mois auprès d'elle pendant qu'elle était en couveuse. Et pendant ces 2 mois, je me suis demandé comment ça allait se passer. Est-ce qu'elle allait avoir des séquelles? Est-ce qu'elle allait pouvoir s'intégrer dans la société? Est-ce qu'elle allait parler, marcher? Je cherchais des réponses. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire les Maternelles d'Afrique, c'est pour pouvoir répondre à tous ces parents qui se posent des questions sur la parentalité, qui se posent des questions aujourd'hui sur la prématurité. Nous avons la chance aux Maternelles d'Afrique aujourd'hui de recevoir de belles personnes qui vont pouvoir partager avec nous leurs propres expériences. On va commencer avec vous, Paul Christelle. Vous avez 36 ans. Oui. Vous êtes la maman de 2 enfants, Maëline qui a 8 ans et Nadal qui a 3 ans. Oui. Bienvenue, Paul Christelle. Merci. Germaine, vous avez 40 ans. Vous êtes la maman de 4 enfants. Marie-Carmel qui a 12 ans. Des jumelles Marie-Daniel et Paul-Marie qui ont 9 ans. Oui. Et Isaac Emmanuel qui a 3 ans. Oui. Bienvenue, Germaine. Merci. Et professeur Akafou, vous êtes pédiatre spécialiste en néonatologie. C'est cela. Et vous travaillez à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara. C'est ça. Merci d'être avec nous, professeur. Merci. Alors, je vais commencer avec vous, Paul Christelle. Est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passée votre grossesse et plus spécifiquement votre accouchement? Ma grossesse passait bien. Jusqu'à ce que 3 mois après, au bout de 3 mois de grossesse,
en ayant participé à un dîner, je sois victime d'une intoxication alimentaire. Et à partir de ce moment-là, c'est là que les choses se sont compliquées. Parce qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il n'y ait de soucis. Voilà. Et donc, au bout de 27 semaines d'aménorrhée, j'ai perdu les os. Brusquement, une nuit, je me suis levée et je me suis rendu compte que j'avais perdu les os. J'ai donc été transférée aux urgences. Et finalement, au terme des 48 heures, ils ont décidé de faire une césarienne d'urgence. Et ma fille est née, après, je crois, une opération qui a duré quand même un bon moment. Et je l'ai vue à peine. On m'a juste montré mais vraiment tout petit bébé de 900 grammes. 900 grammes. 900 grammes, vous vous rendez compte, 900 grammes, c'est même pas 1 kilo de farine. Non. Vous voyez les kilos de farine là, c'est plus Exactement. léger que ça. Oh là là. Exactement, c'est la taille d'une bouteille d'huile, dans le genre. Alors, j'ai à peine vu mon bébé et puis elle a été prise en charge assez rapidement parce que son cas était quand même assez particulier. Et après, bon, là, la course contre la montre, j'avoue qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de personnes quand même qui croyaient à... Son pronostic vital était engagé. D'accord. Et il n'y avait pas de signe vraiment encourageant. D'accord. Donc, on va revenir sur vous. J'aimerais que Germaine aussi nous raconte comment s'est passée sa grossesse et plus spécifiquement son accouchement. Et on va revenir sur vous. D'accord. En 2008, j'étais enceinte de mes filles et j'avais passé un test pour un recrutement et j'ai été retenue. Donc, je devais aller au nord, à Odiné. Et j'avais 3 mois de grossesse. Je suis partie. Arrivée sur place, c'était difficile. Les moyens de transport, c'était les taxis motos, les voies n'étaient pas bitumées. Et je devais prendre mon congé à partir de 7 mois et demi, mais je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai décidé de sortir à partir de 6 mois et demi. Et lorsque je suis arrivée, je suis allée en consultation et quand elle m'a auscultée, elle m'a dit que, bon, j'avais eu la chance de sortir. Et elle m'a dit de ne pas retourner à la maison, il fallait être hospitalisée. Ils avaient prévu faire la césarienne le jeudi. Et le mardi, le travail a commencé, j'ai accouché le jeudi. Et vous avez accouché. Alors, rappelez-moi, donc, vos jumelles sont nées à quel terme? 32 semaines. Elles sont nées à 32 semaines d'aménorrhée. Oui. Et vous 27 semaines. 27 semaines d'aménorrhée. Oui. Alors, professeur Akafou, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un enfant prématuré? Il y a plusieurs types d'enfants prématurés. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est? Alors, un prématuré, comme le terme l'indique, c'est un enfant qui est né avant le terme, pré-terme, donc avant le terme. Et le terme de la grossesse, on va dire en semaines, ça fait 37 semaines. Donc, un enfant qui est né avant 37 semaines est prématuré. Le petit prématuré, c'est celui qui est né entre 34 semaines jusqu'au terme, donc entre 34 et 37 semaines. Et le grand prématuré, c'est celui qui est né avant 32 semaines. Et donc, entre 32 et 34, on va dire que c'est un prématuré moyen ou modéré. Mais maintenant, avec la technologie, avec le développement des moyens de prise en charge, on assiste à ce qu'on appelle des grands prématurés, des très grands prématurés ou prématurissimes, c'est-à-dire qui ont moins de 28 semaines. D'accord, c'est votre cas. Oui, c'est mon cas. C'est votre cas. Alors, à partir du moment donc, où votre enfant est né, qu'est-ce qui se passe? Je partais voir ma fille, je voyais un bébé mais tout petit, avec plein de sondes. Et qui était dans une boîte transparente. Et je la regardais, en fait, je ressentais sa souffrance. Parce que j'essayais de me mettre à sa place, je me dis, mais moi, une adulte, je me retrouve dans une situation comme ça, forcément, je souffre. Et là, ça accroissait ma dépression, d'autant plus qu'au terme de mon séjour, il fallait que je rentre à la maison et que je les laisse à l'hôpital. Et ça, c'était encore plus difficile parce que c'était une séparation, c'était difficile à vivre. Donc, chaque jour, il fallait que je reparte. Que je parte à l'hôpital, lui rendre visite, lui parler et surtout assister au fait que, bon, son état de santé, je ne sais pas comment vous le décrire, il était comme ça. Oui. Un jour, ça va. Le lendemain, ça ne va pas. Un jour, ça va. Et voilà, c'était vraiment une période... Une période difficile. Très difficile. Et pour vous, Germaine, donc, vos jumelles naissent et qu'est-ce qui se passe? Heureusement pour moi, j'avais les parents autour. J'ai une belle tante qui m'a assistée. Et c'est elle qui était auprès des enfants. Moi, je suis rentrée puisque je venais d'accoucher. Parce que vous aviez déjà votre... En plus, vous avez déjà votre aîné. Oui. Donc, il fallait vous J'avais 2 ans occuper. il Mais oui. fallait s'en occuper. Non, moi, je suis rentrée, mais je venais de temps en temps
puisqu'on ne permettait pas d'allaiter les enfants. Donc, c'est elle qui est restée. Bon, franchement, elles n'ont pas eu de soucis. Pas d'infection. Ce n'était pas aussi grave. C'était le poids qui était le problème. Il fallait les faire grossir. Voilà. Professeur Akafou, on dit que la couveuse est censée suppléer le rôle de l'utérus. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, la couveuse, ou plus précisément l'incubateur, c'est un habitacle qui a été conçu pour, effectivement, comme vous dites, suppléer, essayer d'imiter l'intérieur de l'utérus. Et donc, on recrée à l'intérieur de la couveuse déjà l'ambiance thermique, donc la température. On essaye d'approcher la température à l'intérieur de l'utérus. Après, l'habitacle permet de limiter quand même les contacts qui sont un petit peu à risque par rapport au prématuré. Parce que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, tout le monde n'y touche pas. Et donc cet habitacle-là, en plexiglas, permet de limiter. N'entreront que les choses qui sont vraiment indispensables pour la prise en charge du bébé. Et puis après, actuellement, on essaie de recréer un peu les parois de l'utérus en faisant un cocon pour installer le bébé, pour que quand il bouge, il rencontre des parois qui imitent un peu l'intérieur. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut jamais faire comme la nature. Bien sûr. Et Paul Christelle, vous expliquait justement que c'était un peu en dents de scie. Oui. Et moi aussi, j'ai vécu ça, parce qu'on me disait, bon, vous savez, c'est tous les jours, les bradycardies, les problèmes de reflux, etc. C'est un discours que vous aussi, vous tenez aux parents de prématurés? Effectivement. Et plus l'enfant est prématuré, plus ces risques-là sont importants, existent. Et donc, on explique aux parents que ça ne va pas être facile, effectivement que ça va être en dents de scie, parce qu'un prématuré, en tant que professionnel, je peux vous le dire, c'est jamais gagné d'avance. Voilà. Un jour, ça va, comme elle disait, un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Et puis, il faut vraiment se battre, toute l'équipe se met autour pour faire en sorte que, justement, il y ait le moins de bas possible et que les choses aillent vraiment du mieux qu'on puisse le faire. Paul Christelle, vous nous disiez aussi, en préparant l'émission, que vous souffriez avec votre fille. Les piqûres, racontez-nous. Comment je vais dire? Vous savez, même quand votre enfant, je dis, quand l'enfant est à l'intérieur de votre ventre, vous avez une sorte de... Vous communiquez en fait. Et même quand votre enfant, quand vous l'accouchez, qui n'est plus dans votre ventre, chaque fois que je regardais mon bébé respirer, vous savez, elle avait un système respiratoire très petit. Et je le voyais à travers sa poitrine, je sentais qu'elle se battait en fait, ne serait-ce que pour arriver à respirer. Et moi, je la regardais derrière cet incubateur, la couveuse, sans pouvoir la toucher. Mais je la voyais souffrir, quoi. Et à ce moment-là, on se demande, mais en tant que maman, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Quelle est ma responsabilité? Culpabilité de la maman prématurée. La culpabilité. Et on se dit, mais je n'ai pas fait les choses comme je devais le faire. Voilà pourquoi mon bébé est en train de lutter entre c'est vrai, entre la vie et la mort. Mais il y a un gros sentiment de culpabilité que j'ai ressenti. Et c'est vrai. Alors, ces enfants-là sont des enfants très petits, et donc qui sont piqués souvent. Je sais que vous avez un système de prise en charge de la douleur. Oui. Comment ça se passe? Oui, alors, auparavant, les gens pensaient que les prématurés ne souffraient pas, parce qu'on disait que les nerfs ne sont pas matures, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Et donc, on essaye d'utiliser quelques petites astuces pour limiter la douleur. Par exemple, pour faire un prélèvement, on va utiliser, disons, un peu d'eau sucrée, voilà, qu'on donne à l'enfant, qui a un effet apaisant sur la douleur. Et puis, pour faire un prélèvement, on va utiliser par exemple une crème antalgique qu'on met localement à l'endroit de la piqûre pour pas que l'enfant sente trop la douleur. D'accord. Voilà. Germaine, est-ce que vous avez pu allaiter vos jumelles? Oui, mais pas lorsqu'elles étaient hospitalisées. D'accord. Puisque c'est avec des sondes qu'on les nourrissait. Et quand nous sommes arrivés à la maison, on a continué avec des sondes, avec le lait qu'on mettait dans des sérines. Donc, vous tiriez votre lait? Oui. D'accord. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose aussi de très spécifique à la maman de prématuré. Se sentir un peu... Moi, je me sentais un peu comme une vache à lait, avec les machines. Vous avez vécu ça, vous aussi? Oui, mais la montée était difficile chez moi. Je ne sais pas si c'était psychologique, mais vraiment, c'était difficile. Avec le tire-lait, j'arrivais à pas sortir grand-chose. On n'a pas la même relation avec le tire-lait qu'avec le bébé. Avec le bébé. C'est pas pareil. Et puis avec tout ce qui entourait
à la fin, les circonstances de la naissance et tout, j'avais du mal. J'avais du mal et finalement, quand elle est sortie de l'hôpital 2 mois et demi plus tard, elle n'a pas voulu. Ah oui, elle a refusé le sein. Elle était catégorique là-dessus. Catégorique. J'ai tout fait, mais bon. Bon, vous savez qu'il y a des enfants qui ne sont pas prématurés qui refusent le sein aussi. Voilà. Hein. Et donc, je me suis dit, Voilà. vu le temps qu'elle a passé à l'hôpital avec biberon, je peux comprendre. Oui. C'est quand même 2 mois et demi avec le biberon. Elle était occupée à se battre, à vivre. Voilà, donc j'ai compris. J'ai dit, bon, ok, on laisse tomber. Et justement, est-ce que votre petite fille a eu des séquelles? Aucune séquelle neurologique. Elle parle correctement, elle apprend correctement. C'est juste qu'elle a eu, je crois qu'elle était en soins intensifs ou en réanimation, je ne sais plus, une nécrose du doigt de la main gauche. D'accord. D'accord, le pouce et l'autre doigt. Mais bon, en dehors de ça, puis elle a eu quelques soucis au pied. Il a fallu lui faire des opérations et des rééducations et tout ça quand elle avait 4 ans. Mais en dehors de ces 2 choses-là, tout va bien. Pourquoi je posais la question, professeur Akafou, à Paul Christelle? Parce que comme elle a une petite fille qui est née donc grande prématurée, c'est ça, ou très grande prématurée? Très grand, parce Très que 27 grande. semaines, c'est très grand Très grande prématurée. prématurissime. Et prématurissime. Et Ouais. dans ces cas-là, plus la prématurité est importante et plus les risques de séquelles sont élevés, n'est-ce pas? Effectivement. Quels sont les risques de séquelles? Alors, les risques, je vais essayer d'imager pour expliquer. Considérez que vous cueillez 2 mangues vertes, dont l'une est à maturité et l'autre avant d'être arrivée à maturité, et que vous les mettez dans un coin pour les faire mûrir. Vous imaginez ce qui va se passer. La mangue qui est arrivée à maturité va bien mûrir, avec une belle peau, une belle couleur et tout, et après l'autre, elle sera un petit peu flétrie. Voilà ce qui se passe. Une belle Le image, prématuré, c'est celui qui a tous ses organes immatures. Donc vous imaginez que les risques sont à tous les niveaux, depuis le cerveau jusqu'à la peau. Et les risques que nous craignons le plus, ce sont les risques neurologiques, comme elle disait, vous voyez. Voilà, parce que c'est le cerveau qui commande tout. Et quand il y a des risques neurologiques, vous imaginez qu'après, le développement risque d'être compromis. Voilà. Après, il y a tous les risques sur les organes internes, le cœur, la respiration, le tube digestif et tout. Tous les organes peuvent y passer. Heureusement, ceux qui sont proches du terme ont moins de risques, vous imaginez, et ceux qui sont très grands prématurés ont le plus de risques. Germaine, comment vont vos jumelles aujourd'hui? Elles vont bien. Elles vont bien. Elles ont 9 ans. Elles ont sont en 9 pleine ans, forme. en pleine forme, 45 kilos. Elles ont du caractère. Oui. On dit que les prématurés, là. Ici. Ouais. Et vous, Paul Christelle? Ah, elle va très bien. Elle va très bien. Ouais. À l'école, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Elle est au cours élémentaire, première année. Elle a de bonnes notes. Elle est caractérielle. Donc ça, je m'y attendais. Elle a commencé sa vie en se battant. Alors qu'est-ce que vous- Exactement. C'est Ça normal. va, tout va bien. Professeur Akafou, vous savez, quand j'étais à l'hôpital aux côtés de ma fille, j'aurais tellement aimé avoir des conseils, tellement aimé avoir une émission comme ça qui me rassure, rencontrer d'autres parents. Quels conseils vous pourriez donner à ces parents qui nous regardent en ce moment avec leurs enfants qui sont dans l'incubateur? Il faut que les parents se sentent rassurés parce qu'aujourd'hui, heureusement, grâce au développement de la médecine, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Mais c'est vrai que ce n'est jamais très facile. Et ce que je leur recommande, c'est d'être présent, hein, à la fois au sens propre comme au sens figuré. Christelle l'a dit, il faut venir tous les jours. C'est vrai que c'est difficile, les déplacements et tout, mais les prématurés sentent la présence de leurs parents. Vous le disiez, ils naissent en se battant, mais ils aiment bien sentir qu'ils sont assistés. Et la présence physique des parents est très importante. C'est vrai ce que vous dites, professeur. Ce qui est important vraiment, c'est d'être présent physiquement, être présent émotionnellement, penser à se reposer aussi, parce qu'on oublie, parce qu'on vient de vivre beaucoup d'émotions, donc penser à soi. L'entourage aussi, l'entourage est très important. Parce que certaines fois, on a des remarques blessantes de personnes qui vous disent mais qu'est-ce qui a fait que ton enfant n'est pas arrivé, qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas gardé, pourquoi tu l'as éjecté aussi vite. Voilà, essayer d'être le plus délicat avec les parents de prématurés, surtout les mamans qui sont vraiment dans une culpabilité qui ne s'arrête jamais. Je peux vous le dire, je suis bien placée pour le savoir. Paul Christelle, merci d'être venu nous voir au maternel. C'est moi qui vous remercie, J'espère vous Angela. revoir bientôt. D'accord.
Et puis, Germaine, merci beaucoup. Merci aussi d'être venue partager votre expérience avec nous. Et professeur Akafou, je vous remercie infiniment pour votre expertise. C'est moi. Et j'espère venir vous rendre visite à l'hôpital Mère-Enfant bientôt. Ah ben oui, nous serons très heureux de vous recevoir. Bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais recevoir une femme inspirante, mais en attendant la récré. Poli. Il est poli. C'est un bébé qui vient de naître. C'est un enfant qui vient c'est un enfant que la mère accouche. Esther. Bonjour Esther, je suis tellement contente de vous recevoir au Oui, Maternelle pareil pour moi. d'Afrique. Alors vous savez quoi, Esther, elle exerce un métier d'homme, elle est mécanicienne. Mais pas mécanicienne, la mécanicienne qui a les mains dans le cambouis et En tout tout. cas. Et en plus, vous êtes la maman de Sarah qui a 20 ans. 20 ans et Stéphane qui a 16 ans. Mais c'est extraordinaire. Alors, vous avez toujours su que vous vouliez être mécanicienne? Ah non. Quand on préparait l'émission, vous nous expliquiez que ce qui avait de plus difficile, ce n'était pas les hommes dans ce métier. Non, c'était les femmes. Alors, racontez-moi. Vous m'avez raconté une anecdote là, qui était assez sympa. Bon, il y a une dame qui est venue au garage une fois. Et il y avait une panne sur sa voiture. Elle allait voir le patron pour lui dire qu'il y a une panne sur sa voiture. Le patron lui a dit, OK, on va appeler la mécanicienne qui va venir voir. Donc, pour elle, elle s'attendait à un homme. Donc, finalement, elle voit une femme. Elle dit, non, la femme ne peut pas mettre sa main dans ma voiture. Le patron dit, bon, si ce n'est pas elle, personne ne va toucher. Donc, prenez la voiture, vous allez partir. Bon, elle est restée là à tourner en rond. Finalement, elle a dit, bon, OK, on va essayer. Finalement, j'ai fait la voiture. Quand elle est venue, elle a pris la voiture, elle allait essayer elle-même, elle est revenue. Ah bon, après, elle a dit, bon, ça va. Elle a même pris mon numéro pour qu'on soit de bons amis. Et puis bon. Voilà. Voilà, donc, contrairement à ce que l'on peut croire, parce que moi, je me disais, c'est un métier d'homme, forcément, ce sont les hommes qui vont être plus exigeants, plus difficiles. Non, les hommes sont quand même gentils. Quand les hommes viennent, vraiment, il y a beaucoup qui m'ont encouragée. Et donc, en tant que femme, vous êtes maman. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer l'éducation de vos enfants et puis votre métier, qui n'est pas un métier facile quand même? Bon, je vais dire merci à maman encore une fois, parce que grâce à elle, ça va. Parce que quand je vais au boulot, c'est elle qui est toujours là avec les enfants, s'occuper des enfants et puis leur donner l'éducation que moi, je n'ai pas peut-être pu leur donner à chaque fois que je dois bouger. Donc, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes filles ou des femmes qui se disent, voilà, moi aussi, un jour, j'ai envie d'être mécanicienne, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? La mécanique, il ne faut pas les femmes vont voir ça comme un métier qui salit. C'est vrai, ça salit, mais après, tu peux aller te laver et puis bon, tu vas être chic comme tes amis. Magnifique. Donc, moi, vraiment, j'encourage même les femmes à le faire. C'est super. Elles n'ont qu'à apprendre parce qu'actuellement, même, on est en train de mettre un garage en place, uniquement que les femmes. La génération des femmes qui viennent là, on veut montrer aux hommes qu'il y a des femmes dynamiques. Il y a des femmes aussi qui peuvent faire la mécanique plus qu'eux, parce qu'ils ont tendance à dire non, on n'a pas la force, on ne peut pas faire ça. Mais non, on peut faire la mécanique. Génial, oh, c'est génial. Esther, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de venir partager votre expérience. Vous savez que dans cette rubrique, elles l'ont fait, on aime recevoir les femmes inspirantes. Okay. Et pour moi, vous êtes une femme inspirante parce que la mécanique, je n'avais jamais rencontré de femme mécanicienne auparavant. Et grâce au maternel, je vous ai rencontré. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis au plaisir. OK. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Eric. Bonjour. Comment Angela. ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci pour l'invitation. Ah, c'est alors, sympathique. Mais oui, écoutez, moi, je n'invite que, je suis sympathique et je n'invite que des gens sympathiques. Merci beaucoup. Alors Eric, vous êtes papa, ouais. Vous avez 3 enfants. Ouais, 3 fois papa. 3 fois papa. Et je sais que vous êtes un papa poule. C'est ce qu'on dit. Un papa poule. C'est ce qu'on dit, on ne l'est jamais assez. C'est vrai. Non. Un papa poule qui est à la fois animateur radio. Absolument. Animateur d'événements aussi. Et de télé aussi. Et vous posez votre voix aussi. Oui.
C'est vrai. Alors, Tout à donc, fait. vous êtes un papa multifonction. Tout à fait. Multifonction, papa qui, pour aujourd'hui, pour son astuce bien-être et du jour, qui prend soin de son corps. C'est important parce que vu les activités, les déplacements, faut être en forme. Donc, de temps en temps, il faut penser à se ressourcer. Ben oui, le parce physique. que sinon, madame, Voilà. après, elle va voir ailleurs, forcément. Ouais, bon, c'est pas pour ça seulement qu'elle est là, mais bon, on va dire que... Heureusement. Alors, c'est quoi votre astuce? Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Ce qui est à portée de main, c'est les pompes. Si j'ai pas le matériel à la maison, les pompes, tout le monde peut en faire. Donc, Oui. quand j'étais plus en forme, moins fatigué, j'en faisais 50 le matin, 50 le soir. 50 le matin, 50 le soir, donc qu'est-ce qui va se Alors. passer là? on va voir tout de suite. Montrez-moi comment vous faites 50 pompes. D'accord. C'est parti. L'astuce, elle est tout à fait simple. Ce que je vais te proposer là, c'est élargi. OK? Tu veux que j'en fasse combien? 50? Ouais, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais non, je te crois. Arrête, arrêtez, je vous crois. Arrêtez, je vous crois, Eric. J'arrête le supplice. Super. Bon, bah écoutez, on va trinquer parce qu'il fait tellement beau, il fait tellement bon. On est bien là. Hein. Oh, on est super.